Sous une pluie battante, de celle qui vous glace jusqu'aux os, un gamin supplie son grand frère de ne pas l'abandonner. Son cri s'arrête net, révélant que ce n'est qu'un souvenir qui le hante encore aujourd'hui. Retour au présent, un petit renard blessé et trempé jusqu'à la moelle gît dans la boue, vivant le pire jour de sa vie. Par chance, quelqu'un le ramasse avant que l'orage ne finisse par l'achever. À l'école, Kyuji débarque en classe en dégoulinant plus qu'un naufragé du Titanic. Il s'excuse du bout des lèvres et s'assoit, ignorant la flaque monumentale qu'il laisse derrière lui et que l'agent d'entretien ne lui pardonnera jamais. Son voisin le dévisage, surpris, car le gars est d'ordinaire réglé comme une horloge suisse. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il sort d'un combat acharné contre un lave-linge. Kyuji ne calcule même pas sa remarque, il a l'esprit ailleurs, focalisé sur la petite bête qu'il a sauvée et laissée seule chez lui. Dès que la cloche sonne, il tente de s'éclipser en vitesse, mais un groupe de filles lui barre le passage. Elles veulent juste récupérer les fichiers pour le devoir, mais Kyuji leur lance un regard si noir qu'elles en restent bouche bée. Il leur tend les documents sans décrocher un mot, et elles détalent comme si elles avaient vu le diable en personne. Il faut dire que Kyuji a la chaleur humaine d'un iceberg. Il ajuste son masque noir pour parfaire son look de loup solitaire. Son pote le prévient que, vu sa tête des mauvais jours, la seule qui risque de l'approcher, c'est la solitude. Kyuji se fiche royalement d'être le mec le plus populaire du campus. Il met fin à la discussion en claquant la porte, faisant comprendre que vouloir devenir son ami est une pure perte de temps. Sur le chemin du retour, il s'arrête net, frappé par un souvenir important. Il fonce vers une boutique et manque de pleurer de joie en voyant qu'il reste du stock. Il s'avère que ce grand gaillard est fan de Nekonian, des petits chats tout ronds. Le caissier le regarde comme s'il ne sortait jamais de sa chambre, mais il n'en a cure. Il prend son sac et s'en va sans même un merci. Il est tellement ravi de son nouveau jouet qu'il en a les yeux qui pétillent. Il s'imagine déjà dîner avec ses peluches qui, au fond, sont ses seuls véritables amis. À peine rentré, il court voir comment se porte le renard. Le pauvre animal est toujours inconscient et tremble tellement de froid que Kyuji décide de l'installer sur son lit et de l'emmitoufler jusqu'au museau. On voit bien qu'au fond, il n'est pas aussi glacial qu'il en a l'air. Il reste là à veiller sur lui, songeant au fait que tout le monde l'a ignoré alors qu'il neigeait et que la bête souffrait seule. Il ne sait que trop bien ce qu'on ressent quand personne ne vous regarde au moment où l'on a le plus besoin d'aide. Le lendemain matin, Kyuji sent quelque chose d'incroyablement doux sous ses doigts. Encore à moitié endormi, il profite de cette sensation cotonneuse, persuadé de caresser la chose la plus mignonne au monde. Jusqu'à ce que son cerveau se réveille pour de bon un renard, ça ne prend pas autant de place dans un lit. Il ouvre les yeux et tombe nez à nez avec un mec aux cheveux roses, oreilles pointues incluses, installé pépouze sous sa couette. Apparemment, le renard blessé était un esprit à forme humaine. Sauf que personne ne l'avait prévenu que le service après-vente incluait un inconnu qui te respire au visage à 10 cm du matelas. Kyuji se redresse d'un coup, les yeux ronds comme des soucoupes, incapable de processer ce qu'il a devant lui. Il a juste envie de disparaître sous terre. Il vient de se prendre le choc de sa vie, la petite bête qu'il a sauvée s'est transformée en un grand gaillard aux cheveux roses, incrusté dans ses draps. Complètement largué, le pauvre Kyuji bugue totalement pendant une fraction de seconde. Mais l'instinct de survie prend le dessus et, sans réfléchir, il lui décoche un coup de pied magistral en plein dans les valseuses. L'esprit vient d'inaugurer son corps humain de la pire des manières en apprenant dans la douleur que cette zone est le point faible absolu de l'espèce. Il ne l'a pas tué, mais il l'a séché net. Pris de panique, Kyuji se demande s'il n'y est pas allé un peu fort avec l'intrus. « T'es qui toi ? Et qu'est-ce que tu fous dans mon pieu ?» hurle-t-il en reculant comme s'il avait vu un fantôme. Son cerveau refuse d'admettre que quelqu'un ait pu s'introduire chez lui de façon aussi absurde. Le type essaie de s'expliquer, mais tout ce qui sort de sa bouche ressemble à de la friture sur une vieille radio. Kyuji le dévisage, totalement paumé pour lui, les sons que produit ce mec ne sont que du bruit blanc sans aucun sens. La créature se jette à ses pieds pour implorer sa pitié, mais Kyuji est à bout de nerfs. « M'approche pas », le prévient-il en feignant un nouveau coup, juste au cas où. Il ne veut rien avoir à faire avec cet hurluberlu qui a clairement une paire d'oreilles en trop. L'intrus reste prostré au sol, digérant l'humiliation pendant que Kyuji le raccompagne vers la sortie à grands coups de gueule. « Dégage d'ici ou j'appelle les flics », éructe-t-il, la veine du front prête à exploser. L'esprit lui lance alors un regard de chien battu, mais Kyuji n'en a rien à carrer. Pour lui, ce truc est une menace directe pour sa santé mentale. Il l'attrape par le col comme s'il sortait une vulgaire poubelle et l'expédie manu militari sur le palier sans hésiter une seconde. Et ne tease même pas revenir. Lui hurle-t-il au visage juste avant de claquer la porte si fort que les murs en tremblent encore. L'autre reste là, planté dans l'herbe, à essayer d'encaisser le râteau le plus violent de sa vie. Il ne comprend pas pourquoi il se fait jeter comme un malpropre après avoir été soigné par ce même humain. Pendant ce temps, Kyuji débarque à la fac en nage, les poumons en feu. Il regarde par-dessus son épaule comme s'il avait la mafia aux trousses, tentant de se convaincre que ce qui s'est passé ce matin n'était qu'une hallucination due au manque de sommeil. Mais à peine entré en cours, le relou aux cheveux violets l'attend déjà au tournant pour le vanner sur son retard habituel. Kyuji n'a qu'une envie, qu'il la ferme, mais la journée s'annonce déjà catastrophique.
Le gars lui demande alors où il en est pour le devoir à rendre. Et c'est là que Kyuji débranche entre le choc et le bordel qu'il a laissé chez lui. Il a complètement zappé la seule chose qu'il devait apporter. Alors que l'autre se marre en lui disant qu'il va se faire virer, Kyuji est à 2 doigts de lui refaire le portrait pour qu'il se taise enfin. Comme prévu, il se fait lourder de la salle de classe parce qu'il arrive les mains vides. Il marche dans la rue en ruminant sa rage, certain que c'est la pire journée de son existence, et tout ça à cause de l'autre squatter qui s'est incrusté dans sa chambre. Il se demande comment il a pu entrer alors que tout était fermé, même si un voleur avec un déguisement aussi débile et cet air de paumé ne semble pas bien dangereux. Soudain, la culpabilité commence à lui ronger le cerveau. Il revoit le visage du type et se dit qu'il a peut-être abusé, il avait vraiment l'air d'appeler à l'aide. Et puis ce costume de renard lui rappelle étrangement quelque chose. C'est là que Kyuji finit enfin par percuter. Il se demande encore ce qu'est devenu le petit renard qu'il a secouru la veille. Il rentre chez lui en trombe, impatient de se poser, mais il tombe nez à nez avec l'inconnu, qui s'est de nouveau installé comme chez lui. Impossible de comprendre comment il a pu rentrer, mais le type est là, assis tranquillement comme s'il possédait les lieux. En entrant, Kyuji découvre un salon digne d'un champ de bataille. Des traces de pas boueuses maculant tout le sol et le canapé est dans un état lamentable, couvert de terre. Il n'en croit pas ses yeux pourtant, le roux le fixe avec un regard tellement vide qu'on aurait envie de chercher son mode d'emploi pour voir s'il fonctionne. Blême de rage, Kyuji fait face à l'intrus avec la première chose qui lui tombe sous la main, un balai. La veine du front prête à exploser, il le somme de lui expliquer ce qu'il fout encore là. Après s'être fait menacer, le garçon renard tente de s'expliquer, mais la communication est totalement rompue. Kyuji l'écoute, mais c'est du charabia, le gars parle une langue bizarre. On dirait un Sims qui essaie de s'exprimer après une nuit de cuite. Difficile de l'accuser de vol puisqu'il n'a rien pris, et avec ses oreilles, c'est sûrement juste un cosplayer paumé qui a eu un bug de GPS et s'est trompé de maison. Le type semble enfin capter le topo, il se désigne du doigt et finit par lâcher un nom Nagisa. Puisque ce drôle de spécimen a l'air de vouloir squatter, Kyuji tente le bas, pour voir s'il a encore 2 neurones qui se connectent. Il pointe sa poitrine et lui donne son nom Kyuji. Sauf qu'en essayant de répéter le nom de son sauveur, l'autre l'appelle Koji. Kyuji pète un câble direct esprit ou clochard mystique. Peu importe, on ne massacre pas son prénom. Il lui attrape les mains pour le forcer à l'écouter, mais il manque de s'évanouir. Le gamin est dans un état immonde, recouvert d'une telle couche de crasse et de boue qu'on dirait qu'il sort d'un chantier archéologique. Kyuji ne supporte plus cette saleté et l'expédie direct à la salle de bain. Il lui ordonne de se récurer de fond en comble s'il ne veut pas finir à la porte, puis il claque la porte, espérant que l'eau fera le miracle de déterrer un être humain sous toute cette fange. Pendant que le renard s'occupe de son hygiène, Kyuji attrape une serpillière pour éponger le désastre. En frottant, il repense au renard d'eau qu'il a sauvé et qui s'est volatilisé. C'est une coïncidence un peu trop grosse qu'un mec avec des oreilles de renard débarque pile maintenant, mais Kyuji choisit de préserver sa santé mentale et décrète que ça n'a aucun rapport. Il est dans un déni total, il préfère croire au hasard plutôt que d'admettre qu'un esprit millénaire prend sa douche chez lui. Sa tranquillité est de courte durée. Soudain, un cri à réveiller les morts déchire le silence de la salle de bain. Kyuji se précipite pour voir ce qu'il se passe et trouve le garçon renard en boule par terre, tremblant comme s'il venait de croiser la faucheuse. On dirait que le gamin a une peur bleue de l'eau, pire qu'un chat enragé, mais vu l'odeur qu'il dégage, la douche n'est pas négociable. Il l'attrape et commence à l'arroser de force pendant que l'autre hurle comme si on était en plein exorcisme. Kyuji essaie de lui retirer ses oreilles, persuadé que c'est un accessoire. Mais il manque de lui arracher la tête, soit elles sont collées à la glu, soit elles sont vraies, car la douleur du petit a l'air bien réelle. Comme si ce n'était pas assez, le gamin voit la mousse du shampoing et décide que c'est le moment idéal pour y goûter. Il a une curiosité presque mignonne, jusqu'à ce qu'on réalise que s'enfiler une bouchée de savon est le meilleur moyen de finir aux urgences. Après une telle épopée, Kyuji s'effondre sur le canapé, lessivé. Il n'arrive pas à croire que le type soit assez nul pour ne même pas savoir se laver seul. Il soupçonne que le garçon n'a pas la lumière à tous les étages ou qu'il est amnésique, car il ne semble se souvenir de rien du tout. Finalement, voyant qu'il est totalement à l'ouest, il décide de le garder un temps, au moins jusqu'à ce qu'il comprenne de quelle forêt ou de quel asile s'est échappé ce spécimen à queue. Pendant ce temps, au palais des renards, le roi perd les pédales parce que son héritier s'est fait la malle. Sa femme suggère de léguer le trône à leur autre fils, mais le vieux ne veut rien entendre pour lui. Ren est un bon à rien qui n'a qu'une seule queue, et le mettre aux commandes serait la blague du siècle. Persuadé que Nagisa est le seul à la hauteur, il déploie toute la garde pour le retrouver, coûte que coûte. Une fois dans l'appartement, notre héritier découvre que la liberté a un goût de famine. Nagisa regrette déjà les banquets royaux, affalé sur le canapé avec l'estomac qui hurle à l'aide. C'est pathétique, le pauvre a moins d'instinct de survie qu'un hamster fraîchement sorti de sa cage dorée. Dès que Kyuji ramène de quoi manger, les bruits qui s'échappent de la couverture en disent long sur son état. Il finit par asseoir le gamin à table, mais Nagisa fixe ses baguettes comme s'il devait résoudre une équation de la NASA.
N'ayant pas la moindre idée de comment s'en servir, il laisse sa dignité au vestiaire et commence à s'empiffrer avec les doigts en faisant un boucan d'enfer. Kyuji, qui a horreur du désordre, s'agace en moins de 2 secondes devant ce carnage. Finalement, il n'a pas d'autre choix que de le nourrir à la béquée comme un oisillon tombé du nid pour qu'il se tienne enfin tranquille. Il prétexte qu'il n'a pas de cuillère, mais la vérité, c'est que voir ce prince de pacotille essayer de survivre dans un appart, c'est un vrai supplice visuel. Le gosse est tellement maladroit que Kyuji va devoir investir dans des couverts s'il ne veut pas passer sa vie à faire l'avion. Tout en faisant la vaisselle, il réalise que sa vie tranquille est officiellement terminée. Il est devenu le baby-sitter d'un ado d'1,60 m avec des oreilles de cosplay. À l'heure du dodo, le renard tente de s'incruster dans la chambre comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Mais Kyuji l'arrête net. C'est direction le salon sans escale, aucune bouille triste ne fera le poids face à son envie de dormir seul. Il lui claque la porte au nez et s'effondre sur son lit, essayant de digérer la journée catastrophique qu'il vient de se taper. Mais le répit est de courte durée. Il se rappelle qu'il ne peut pas garder ce squatter éternellement. Quelqu'un doit forcément chercher un gamin aux cheveux roses avec une queue en peluche. Il se met à éplucher les avis de recherche sur son téléphone. Mais le moteur de recherche ne donne absolument rien, comme si le gosse s'était matérialisé en ville par l'opération du Saint-Esprit. Kyuji finit par lâcher l'affaire. Ce sera un problème pour le Kyuji de demain là. Il ferme les yeux avant que son cerveau n'explose. Dans le noir du salon, Nagisa fixe le plafond, le cœur lourd. Loin de l'excitation de tout à l'heure, le silence de l'appartement le ramène à la réalité. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa maman. Assis sur le canapé, Nagisa essaie de comprendre comment il a bien pu atterrir dans ce pétrin. Il se souvient parfaitement que son frère l'a balancé dans un portail noir et qu'il a fini par échouer ici, chez cet inconnu nommé Kyuji. Le garçon renard n'a aucune idée d'où il se trouve et Kyuji, qui doit filer à la fac, ne l'aide pas vraiment en lui aboyant des ordres comme un sergent-chef. Il le menace d'appeler les flics s'il casse quoi que ce soit, mais Nagisa le regarde avec un air totalement vide. Déjà qu'il ne parle pas la même langue, le mot police ne doit absolument rien évoquer de dangereux pour lui. Kyuji sait pertinemment que laisser un étranger seul chez lui est un risque énorme, mais il n'a pas le choix et finit par s'en aller. À peine seul, la faim le tenaille à nouveau. Nagisa part en expédition vers la cuisine pour voir ce qu'il peut chasser, mais en chemin, il marche malencontreusement sur la télécommande. La télé s'allume d'un coup et le gamin manque de faire une attaque. Il entend des voix sortir de la boîte et voit une femme en train de pleurer. Pour lui, c'est limpide, des gens sont prisonniers et souffrent là-dedans. Nagisa n'hésite pas une seconde et décoche une droite monumentale dans l'écran, persuadé de sauver une malheureuse captive. La bonne nouvelle, c'est que la femme ne souffre plus. La mauvaise, c'est que l'écran n'est plus qu'un tas de pixels morts et de verres brisés éparpillés sur le tapis. Le gamin contemple le désastre, totalement dévasté par son geste, avec l'impression d'avoir tué la seule boîte magique qui lui parlait. Pendant ce temps, en plein cours, Kyuji sent un frisson lui parcourir l'échine. Il a l'intuition que quelque chose a foiré. Il essaie de se convaincre que c'est de la paranoïa, mais la réalité le frappe de plein fouet dès qu'il ouvre la porte. L'appartement ressemble à un champ de bataille. La télé a rendu l'âme et le coupable l'attend avec une tête de chien battu. Kyuji pète un plomb et se met à hurler, tandis que le petit renard tremble de tous ses membres, comme s'il attendait son exécution. Voyant que l'autre est à 2 doigts de s'écrouler, le gars se dit qu'il a eu sa dose pour aujourd'hui. Il file sous la douche pour éviter de commettre l'irréparable. Il espère que l'eau froide lui remettra les idées en place, mais son moment de répit est de courte durée. À peine sorti de la salle de bain, il tombe sur le squatter qui a déjà pris possession du lit, le reléguant au rang de réfugié chez lui. Trop crevé pour taper un scandale, il se laisse tomber par terre pour pioncer comme il peut. Mais le destin en a décidé autrement, à peine a-t-il fermé les yeux que la lampe s'allume toute seule. Il l'éteint, essaie de se rendormir et reblote clic, la lumière l'agresse à nouveau. Demain, il a un examen et le parasite semble bien décidé à ce qu'il aille plancher avec le cerveau en compote. C'est n'importe quoi. Le pauvre Kyuji va passer son examen avec le cerveau complètement grillé. Et puisque la bestiole n'arrête pas de jouer avec l'interrupteur, gardez la même cadence et défoncez-moi ce bouton s'abonner. Explosez l'espace commentaire pour me dire quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Allez, à plus les champions. Le lendemain, Kyuji est en amphi avec une batterie interne à 1% et une tête de rescapé de l'apocalypse. Le prof continue son monologue, mais le pauvre gars ne pige plus un traître mot de ce qu'il raconte. Un pote lui demande s'il a passé une nuit blanche et Kyuji l'envoie bouler direct, il n'a clairement pas la patience pour les politesses. Il repense à l'époque où il était gamin et qu'il passait son temps à faire des concours d'interrupteurs avec le renard. Une perte de temps monumentale, mais sur le coup, ça semblait vital. Là, il veut juste que le cours finisse pour rentrer chez lui et sombrer dans un coma profond. Il finit enfin par atteindre son appart, se traînant comme un perso de jeu vidéo dont la manette serait débranchée. Son seul et unique objectif, c'est son lit, sauf que quelqu'un l'a déjà devancé. Le renard est là, vautré au calme, en train de baver sur l'oreiller comme si c'était le sien. Kyuji lui a pourtant répété 1000 fois de ne pas toucher à son lit, mais l'intrus n'a aucune notion des limites.
Il reste là à fixer le rouquin en se demandant pourquoi il garde toujours ses accessoires sur lui. La curiosité prend le dessus et il lui effleure une oreille, découvrant qu'elles sont plus douces qu'un plaid tout neuf. 2 secondes plus tard, il réalise à quel point c'est glauque de tripoter un inconnu qui dort et il tape un vieux court-circuit mental. Dépité, il se résigne à aller squatter le canapé, le seul endroit où il espère enfin qu'on lui foutra la paix. Mais la tranquillité est de courte durée. Il se réveille en sursaut, avec le type qui lui respire littéralement dessus en le fixant de ses yeux jaunes. Kyuji lâche un cri qui s'entend jusqu'au rez-de-chaussée. Le pauvre n'a même pas droit à 5 minutes de répit. À travers ces petits bruits bizarres, Kyuji comprend que la bestiole est en train de mourir de faim. Il l'entraîne dans la cuisine pour lui présenter le summum de la technologie moderne, le frigo. Il lui dit de se servir, mais le souffle d'air froid laisse l'autre complètement pétrifié. Le gars a beau être un être mystique, tu lui montres un électroménager de base et son cerveau s'éteint instantanément. Kyuji lui explique le concept, tu ouvres la porte et il y a toujours un truc à grignoter. L'invité reste hypnotisé par la lumière comme s'il venait de découvrir un portail dimensionnel, demandant si la bouffe apparaît par magie. Le protagoniste profite qu'il soit totalement fasciné pour lancer son plan d'attaque, récupérer son lit coûte que coûte. Il recule à pas de loup, priant pour que l'autre ne se retourne pas et ne casse pas son élan. Il touche presque au but, mais Nagisa possède un GPS interne pour détecter quand on essaie de le semer. À peine Kyuji fonce-t-il vers sa chambre que le renard se téléporte à ses côtés avec une part de gâteau et un regard de chien battu. Kyuji panique, il sait que s'il craque maintenant, il ne dormira jamais. Il tape un sprint, s'enferme à double tour dans sa chambre comme si Michael Myers était à ses trousses. Enfin, le silence. Il s'écroule sur le matelas et s'endort illico, essayant de récupérer les neurones qu'il a perdus depuis que ce squatter s'est installé chez lui. Sauf que la paix ici, c'est un mythe. Le lendemain matin, il se réveille tranquille, jusqu'à ce qu'un petit bruit contre la vitre le fasse bondir. Il regarde par la fenêtre et voit le rouquin suspendu dans le vide, le saluant avec son assiette de gâteau comme un livreur Deliveroo. Si le mec est prêt à grimper jusqu'au 2e étage pour ne pas te laisser déjeuner seul, c'est que tu ne peux plus te cacher nulle part. Mais comment t'as atterri là, hurle Kyuji, réalisant qu'aucune porte blindée ne le sauvera de ce pot de colle. Le type a moins de notion d'espace personnel qu'un gamin dans une piscine à boules pour lui. L'intimité est un concept décoratif et la gravité, au mieux, une simple suggestion. Kyuji était de nouveau plongé dans ses pires cauchemars. Son vieux le rouait de coups en hurlant qu'il n'était qu'un bon à rien. Le gamin ne pouvait que supplier entre 2 sanglots, mais le daron n'en avait strictement rien à foutre pour lui. Qu'il crève ou qu'il disparaisse, ça revenait au même, il ne valait pas un clou. C'est au beau milieu de cet enfer que Nagisa a surgi. Sauf que cette fois, le renard n'avait rien de mignon. Il montrait les griffes avec un sourire carnassier à lui glacer le sang. Kyuji se réveille en sursaut, trempé de sueur et le cœur battant à tout rompre. Toujours le même rêve, à un détail près, le renard rose s'est incrusté dans son cauchemar sans demander son reste. Pas le temps de cogiter, car Nagisa est déjà là, perché sur le rebord de la fenêtre, prêt à se faire la malle. Kyuji, qui n'aspire qu'à un peu de calme, le laisse filer aujourd'hui, il n'a même pas la patience de lui dire bonjour. Nagisa s'en va sans trop comprendre ce qui lui arrive. Il profite du beau temps pour flâner et déambule dans les rues, l'esprit léger, oubliant totalement que ses 6 queues roses et ses oreilles en peluche le font ressortir comme une guirlande de Noël. Soudain, une odeur divine le stoppe net, un stand de crêpes. Il observe la scène et remarque que les humains échangent des petits bouts de papier contre de la nourriture. En digne créature des bois n'ayant aucune notion d'économie, il en conclut que les arbres sont en fait des distributeurs de billets. Il se baisse, ramasse une feuille morte tombée d'une branche et s'approche du comptoir avec l'assurance d'un milliardaire. Le vendeur lui tend sa commande sans lever les yeux, et Nagisa attrape son trophée, le regard pétillant. Il lui fourre la feuille d'arbre dans la main et tente de s'éclipser l'air de rien. Évidemment, le marchand n'apprécie pas vraiment qu'on essaie de le payer en herbier. Le type explose de rage, l'attrape par le col et se met à hurler qu'il va appeler les flics. C'est à ce moment précis que Kyuji rentre de la fac. Il rêvait de silence, mais il tombe sur le gamin rose en train de taper l'affiche du siècle en pleine rue. Il le sait déjà aujourd'hui. Sa santé mentale va encore en prendre un sacré coup. Kyuji court comme si sa vie en dépendait, se demandant quelle catastrophe son invité a encore pu provoquer. Il finit par tomber sur le gamin, en pleine altercation avec un marchand qui a l'air à 2 doigts de le réduire en bouillie. Le type est hors de lui. Il hurle qu'il ne le laissera pas filer après une tentative d'arnaque pareille. Ce pauvre Nagisa est complètement largué, mais le commerçant n'est pas d'humeur à lui faire un cours de savoir-vivre. Kyuji s'interpose pour calmer le jeu, manquant de se faire envoyer valser par une bousculade du vendeur. Une fois qu'il réussit enfin à faire taire le bonhomme, il découvre la brillante idée de Nagisa, l'esprit à essayer de payer son repas avec une feuille morte. Un vrai génie de la finance, celui-là. Le marchand exige d'être payé sur le champ, sinon ça va mal finir. Kyuji ordonne au gamin de s'excuser immédiatement,
tout en se demandant pourquoi il doit toujours jouer les sauveurs avec ce boulet. On voit la veine sur le front de Kyuji qui bat la chamade, prête à exploser. Il n'a pas d'autre choix que de baisser la tête et de sortir le porte-monnaie. Regardez-moi ce Nagisa, en train de s'enfiler une sucrerie avec un regard vide, comme s'il n'avait pas le moindre souci au monde. Ils repartent ensemble, mais l'ambiance est plus que pesante. Kyuji marche entouré d'une aura noire, persuadé qu'il a largement atteint son quota d'ennui avec ce renard dans les pattes. L'esprit, qui ne comprend rien aux codes sociaux, tente de se racheter en lui offrant un morceau de son dessert, avec un sourire qui ne fait qu'irriter Kyuji davantage. Excédé, il l'envoie paître sans ménagement. Nagisa insiste, sans voir que l'autre est à une seconde de péter un plomb. C'est là que Kyuji craque d'un revers de main. Il envoie valser le gâteau qui finit s'écraser sur le bitume. Kyuji trace sa route sans se retourner, laissant le garçon planté là, accusant le coup avec une expression de profonde tristesse. Une fois rentré, Kyuji s'enferme avec son ordi pour faire des recherches sur l'origine de cette bestiole rose et trouver comment s'en débarrasser au plus vite. Pendant ce temps, Nagisa pointe le bout de son nez à la porte pour tenter une approche, mais Kyuji l'expédie d'un cri rageur. Le renard reste sur le palier avec son assiette, se disant que son tuteur a sûrement juste l'estomac noué et qu'il ferait mieux de lui garder son repas pour plus tard. Mais comme Nagisa est un véritable aimant à poisse, il ne se passe pas 2 minutes avant qu'il ne glisse sur une flaque dans le couloir. L'esprit s'envole et finit par s'étaler de tout son long, fracassant tout au passage. Kyuji entend le vacarme et déboule furieux pour le trouver au milieu des débris de céramique. Il n'aura définitivement pas une minute de répit. Au milieu de ce désastre, le gamin finit par se couper profondément au doigt avec un éclat de verre. Kyuji le traîne jusqu'au robinet avant qu'il n'y ait du sang partout. Il n'en revient pas d'avoir récupéré un boulet pareil. C'est un danger public pour la maison et pour lui-même. Nagisa le dévisage comme s'il avait un ange devant lui, totalement fasciné par son sauveur. Il lui ordonne de ne plus bouger d'un poil pendant qu'il ramasse les restes du cimetière de porcelaine pour éviter que le renard ne se blesse encore plus. Kyuji se demande quel péché il a bien pu commettre pour finir infirmier, d'un esprit incapable de marcher sans rien casser. Il lui colle un pansement à pois et l'envoie s'asseoir loin de tout objet fragile. Le renard contemple son pansement comme s'il s'agissait d'un artefact mystique. Kyuji attrape son balai et le stoppe net dès que le roux tente d'ouvrir la bouche, s'il est fatigué, qu'il aille s'affaler sur le canapé et qu'il arrête de traîner dans ses pattes. Mais là, l'esprit change de registre et lui fait une révérence parfaite. Il lui présente des excuses sincères, avec une culpabilité qui se lit jusque dans ses oreilles. Kyuji reste de marbre. Scotché, il ne pensait pas que son invité connaissait la notion de politesse. Il finit par s'adoucir et lui tapote la tête, comme on féliciterait un chiot qui a fini par comprendre une leçon. Erreur tactique. Ses cheveux sont si soyeux que Kyuji en oublie sa colère et laisse sa main s'attarder, comme si elle agissait d'elle-même. Il met 3 secondes de trop à réaliser, devient rouge comme une tomate et fait un bond en arrière. Il doit se rappeler que c'est un esprit de la montagne et non une peluche à câliner, même si tout son corps semble lui dire le contraire. Kyuji continue de fouiller le net à la recherche du moindre indice, mais c'est le néant total. Il épluche les avis de recherche et les faits divers, allant même jusqu'à poster sa photo sur les réseaux. Mais tout ce qu'il récolte, ce sont des moqueries sur son prétendu cosplay. Le pauvre est au bout du rouleau, il sent bien qu'il a atteint ses limites en solo. C'est pile à ce moment-là que Nagi lui saute dessus par derrière, lui flanquant la peur de sa vie. Kyuji l'engueule direct, lui reprochant de surgir comme un fantôme sans prévenir, ce qui déprime aussitôt le petit. Au moins, le gamin a fini par apprendre à s'excuser quand il fait une bêtise. Mais il ne tient pas en place bien longtemps. Quelques minutes plus tard, il se rapproche timidement pour lui réclamer un bouquin. Kyuji lui tend un recueil de contes et l'observe un instant, s'occuper tout seul dans son coin. On voit clairement que Nagi a passé pas mal de temps à lire et à regarder la télé, parce que son vocabulaire s'est vachement enrichi ces derniers jours. Le souci, c'est que même s'il s'exprime mieux, il n'a toujours aucune idée d'où il vient. Comme il a déjà lu le même livre 100 fois, Kyuji lui propose d'aller en chercher de nouveaux. Nagi est tellement surexcité par l'idée qu'on dirait un petit chiot qui fait la fête. Mais avant de sortir, il y a un léger détail à régler la queue. Kyuji exige qu'il l'enlève, persuadé que c'est un accessoire, mais Nagi s'entête et refuse catégoriquement. Il finit par céder uniquement quand Kyuji sort les grands moyens en le menaçant avec une paire de ciseaux. Une fois à la librairie, Kyuji le perd de vue une seule seconde et c'est la panique totale. Il se met à fouiller tous les rayons frénétiquement jusqu'à ce qu'il finisse par le débusquer dans un coin. Le petit est en train de fixer des illustrations de petits canards et d'un château avec un regard d'une tristesse infinie. On dirait que ces images ont réveillé des souvenirs de chez lui et de sa famille. Kyuji comprend alors que le gamin est rongé par une nostalgie immense pour tout ce qu'il a perdu. Il s'approche, lui caresse doucement la tête et lui promet de l'aider à retrouver les siens, à condition qu'il soit sage et qu'il arrête de se fourrer dans des pétrins pas possibles. Ren traque sa proie à travers la ville, le nez au vent tel un chien de chasse. Il bondit de toit en toit, agile et déterminé, guidé par l'odeur de Nagisa, qui flotte encore dans l'air urbain. Ici, la hiérarchie est simple, tout se joue au nombre de queues. De 1 à 4, t'es un moins que rien, un simple figurant. De 5 à 8, tu fais partie de la masse.
Mais avec 9 queues, là, t'es l'élite, le sommet de la chaîne. Le problème, c'est que ces 9 queues sont comme des bagnoles de luxe puissantes, imposantes, mais d'une fragilité extrême. L'air pollué des humains est un véritable poison pour eux. Ren est mort d'inquiétude. Il doit retrouver son frère avant que ses poumons ne lâchent. Mais avant ça, il doit passer aux aveux devant le père de l'année. Le roi des renards est un roux au tempérament volcanique qui, à la seconde où il comprend que Nagisa est toujours portée disparue, explose de rage. Il prend un malin plaisir à humilier Ren, le traitant de bon à rien à cause de son unique queue. Avant de porter le coup de grâce, il l'accuse d'avoir abandonné son frère exprès pour s'emparer du trône. Quel chic type, le paternel, Ren est pétrifié. Il n'arrive pas à croire que son propre père le pense capable d'une telle trahison pour une simple soif de pouvoir. Sans lui laisser la moindre chance de s'expliquer, le roi le chasse du palais sous les hurlements. Et dehors, l'ambiance n'est guère meilleure. En traversant les couloirs, il doit essuyer les messes basses des autres démons qui le voient déjà comme le coupable idéal. Il raconte partout que Nagisa a disparu par sa faute. Selon eux, sous ses airs de saint, Ren cache une âme de serpent. Dans ce palais, il n'y a pas un pour racheter l'autre. Finalement, Ren trouve refuge dans la chambre de sa mère, cloué au lit et visiblement très affaibli. Il s'effondre à ses côtés, s'excusant 1000 fois de n'avoir toujours aucune nouvelle à lui donner, mais elle reste la seule lueur d'humanité dans cette famille. Elle tente de le rassurer, Nagisa est grand, il saura s'en sortir. Ren se laisse aller et pose sa tête sur ses genoux, cherchant un instant de répit. Il la remercie d'être là, car elle est sa seule bouffée d'oxygène au milieu de ce nid de vipères qui lui sert de famille. Chez Kyuji, l'ambiance est radicalement différente. Nagisa prend son rôle d'invité très à cœur. Il est affalé au bord de l'eau, s'enfilant des dangos comme si la vie était un long fleuve tranquille. Kyuji, avec son air de babysitter dépassé, le prévient qu'il va finir par tomber malade à force de traîner là, mais le gamin s'en balance royalement et lui rit au nez. Le rabat-joie finit par jeter l'éponge et s'assoit près de lui, comprenant qu'il ne fera pas le poids face à l'entêtement du renard. Il passe des sucreries à la pastèque dans un silence apaisant, savourant une sérénité qui semblait pourtant inatteignable il y a peu. Kyuji en profite pour lui glisser que, s'il retrouve la mémoire, il pourra toujours compter sur lui. Nagisa lui répond par un sourire radieux, laissant Kyuji se demander pourquoi diable il a baissé sa garde, aussi vite face à cet intrus. Mais ses réflexions sont coupées net par le bip de la machine à laver. Kyuji doit s'occuper du linge car la petite créature n'a pas l'intention de lever le petit doigt. Apparemment, être une entité mystique n'empêche pas d'être un sacré assisté. Dès qu'il se retrouve seul, le sourire de Nagisa s'efface. Il plonge son regard dans le vide, le cœur lourd, se demandant comment va sa mère. Nagisa est encore complètement absorbée par son bouquin, au point d'oublier totalement que le reste du monde existe. Kyuji le regarde avec une pointe de pitié mais savoure ce silence inespéré tant que le gamin ne fait pas de vagues. Il peut enfin s'attaquer à sa montagne de linge sale. Il est en train de cuire sur place à cause de la chaleur, mais il se donne à fond dans le ménage comme si sa vie en dépendait. Soudain, il tombe sur un caleçon rouge et un vieux souvenir traumatisant remonte à la surface. Il revoit le moment où ils étaient en boutique. Le rouquin était fasciné par ce modèle qui ne laissait franchement pas grand-chose à l'imagination. La vendeuse, en les voyant ensemble, avait direct déduit qu'ils étaient en couple et Nagisa, qui ne capte rien à rien, avait confirmé avec un grand sourire parce que pour lui, petit ami, c'était juste un synonyme de pote. Rien que d'y repenser, Kyuji sent encore le rouge lui monter aux joues. Il se jure de ne plus jamais remettre les pieds là-bas, même pour tout l'or du monde. Mais alors qu'il essaie d'effacer ce moment de sa mémoire, l'autre déboule derrière lui et lui fout une frousse de tous les diables. Sans réfléchir, Kyuji lui touche le visage et Nagisa s'étonne d'avoir les mains si froides. Celui en bleu panique totalement, ses mains ont bougé toutes seules et il ne sait plus où se mettre. Mais la curiosité du rouquin ne dure qu'un instant. Il découvre la machine à laver et reste hypnotisé par le balai des bulles qui tourbillonnent pour lui. C'est le plus beau spectacle de la Terre. Kyuji profite de la distraction pour aller sortir les poubelles, persuadé d'avoir enfin gagné 2 minutes de répit. Pauvre naïf, il entend soudain un cri et quand il revient, c'est le carnage. Nagisa a vidé tout le bidon de lessive et transformé l'appart en soirée mousse. Le gamin le regarde avec une détresse immense, au bord des larmes devant le désastre qu'il a causé. Là, c'en est trop pour Kyuji. Il sent son âme s'envoler, il sature complètement et l'envoie jouer ailleurs d'un ton sans appel. Nagisa ne s'est pas encore remis de ses émotions et se dit que Kyuji en colère est un vrai danger public. Le souci, c'est que son cerveau part dans tous les sens au lieu de s'éloigner. Il repense au moment où l'autre lui a touché le visage et il devient plus rouge qu'une tomate. Regardez-le. Il est déjà en train de se faire des films avec des fleurs et des paillettes partout, comme s'il était le héros d'un shoujo. Il sent son visage s'embraser sans trop comprendre pourquoi, alors pour se changer les idées, il fouille dans les livres de Kyuji, même s'il n'entrava rien au titre. Au milieu de la pile, il repère un petit carnet et, poussé par la curiosité, il le sort pour voir ce que c'est. Évidemment, il finit par faire tomber un papier par terre. Ce gosse ne peut pas rester tranquille 2 secondes sans faire une gaffe. Il le ramasse en se demandant bien ce que ça peut être. Et dès qu'il pose les yeux dessus, il reste totalement pétrifié.
Nagisa reste plantée là, les yeux rivés sur la photo, essayant de comprendre ce qui cloche avec cette version miniature de Kyuji. Le gamin sur le cliché est couvert de bandages et de bleus, comme s'il avait servi de punching ball à une fête d'anniversaire qui aurait vraiment mal tourné. Ses parents ont des visages aussi expressifs que des mannequins de vitrine, mais leur sourire figé est plus flippant qu'une condamnation à mort. Nagisa se doute bien que ce sont eux qui l'ont mis dans cet état, mais il décide de mettre ça de côté pour ne pas se griller le cerveau avant demain. Pendant ce temps, le QJ actuel est au bout du rouleau. Il check son téléphone en quête de nouvelles, mais ne trouve rien et tombe de fatigue. Il finit par jeter l'éponge et s'écroule de sommeil, se disant qu'il reprendra ses recherches plus tard. Les heures défilent jusqu'à ce que Nagisa pointe le bout de son nez. Le petit Rosé, qui a autant de respect pour l'espace vital qu'un huissier un lundi matin, décrète qu'il fait bien trop froid dehors et s'incruste direct dans le lit de Kyuji. Il se glisse sous les draps, persuadé d'être aussi discret qu'un ninja, lui murmure bonne nuit et s'endort à ses côtés comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Regardez-le, il est convaincu que son plan est absolument parfait. Mais le calme et de courte durée Kyuji sombre dans un cauchemar d'une violence rare. Des éclats de verre, du sang partout, et une voix qui hurle qu'il ne vaut rien en le traitant comme une moins que rien. C'est un de ces flashbacks traumatisants qui vous glacent le sang. On dirait que l'univers s'est acharné sur lui toute sa vie et qu'il commence à peine à respirer. C'est clair qu'il n'a jamais eu de chance, même gamin. Nagisa se réveille et voit bien que le pauvre gars est en train de vivre un enfer, alors il tente de l'apaiser. Au milieu des larmes et de l'angoisse, l'esprit le serre fort dans ses bras pour le rassurer, le suppliant de se détendre. Il reste ainsi jusqu'à l'aube, Nagisa lui servant de bouclier contre les fantômes du passé qui le hantent. Le problème, c'est quand Kyuji finit par ouvrir les yeux. Il émerge, tombe nez à nez avec l'intrus et pousse un hurlement à réveiller tout le quartier. Sous le choc, il lui décoche un coup qui l'envoie valser direct hors du lit. Il est hors de lui, le pointant du doigt en exigeant de savoir ce qu'il fout encore dans sa chambre. Nagisa essaie de s'expliquer, la mine décomposée par la panique. Il lui explique qu'il l'a trouvé en train de trembler et de pleurer comme une madeleine, et qu'il voulait juste l'aider. Mais pour quelqu'un d'aussi brisé que Kyuji, un contact physique imprévu, c'est comme se prendre une décharge de 220 volts. Le jeune homme reste prostré sur son lit, réalisant que cet inconnu vient de le voir dans son état le plus vulnérable. Nagisa insiste, lui demandant s'il n'a vraiment aucun souvenir de ce qui s'est passé, cherchant désespérément un lien qui refuse de se manifester. Kyuji se prend la tête entre les mains, accablé par la honte de s'être ainsi exposé. Il avoue avoir fait un cauchemar sur cette époque qui l'a laissé plus marqué qu'un grand brûlé, et comme il a horreur qu'on s'apitoie sur son sort, il bondit hors du lit. Il lui ordonne de le lâcher et s'enfuit de la pièce, fuyant une discussion qui le met bien trop mal à l'aise. Il s'en va avec cet air vaincu de ceux qui savent que leurs vieux démons finiront toujours par les rattraper. Pendant ce temps, le petit Rosé reste planté là, comprenant enfin que sa tentative de réconfort s'est transformée en véritable crise de panique. C'est ce qui s'appelle attaquer la journée sous haute tension. Si Kyuji s'est pris un coup de jus de 220 volts en se faisant surprendre, balancez la même décharge sur le bouton s'abonner. Dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite avant que les fantômes du passé ne finissent par tous nous rattraper. Allez, à plus. Kyuji est en plein cours, mais il a la tête complètement ailleurs. Il check son téléphone toutes les 2 secondes dans l'espoir d'un signe de vie, s'en voulant à mort pour la façon dont les choses se sont terminées avec Nagisa ce matin. La culpabilité le ronge, il se jure de s'excuser dès qu'il le verra, mais pour l'instant, il garde tout pour lui. À peine rentré chez lui, ce qu'il voit le stoppe net dans son élan. L'esprit renard n'est ni en train de méditer, ni en train de fomenter une vengeance millénaire, il est à genoux devant la télé, totalement hypnotisé par la pub pour un cheesecake. Il bave devant l'écran comme un gamin devant un magasin de jouets. Kyuji n'arrive pas à croire que cet être puisse avoir les mêmes goûts qu'un gosse de 5 ans. Le jeune homme ignore Nagisa et s'enferme dans sa chambre, lessivé par sa journée de merde. Il s'affale sur son lit en se disant que le petit renard avait vraiment l'air d'avoir envie de ce gâteau, et pile à ce moment-là, son téléphone vibre, c'est la nouvelle qu'il attendait. Des peluches en édition limitée viennent de sortir. C'est maintenant ou jamais. Il bondit, oublie sa fatigue et va chercher Nagisa pour aller s'acheter ce dessert et au passage, choper les figurines. Le petit renard est tellement aux anges qu'il lui saute au cou, comme s'il venait de gagner au loto. Kyuji devient rouge pivoine, il ne sait plus où se mettre face à une telle effusion d'affection. Une fois dehors, les bras chargés de sacs, Kyuji lui tend un petit porte-clés chat qui était offert avec les achats. Nagisa le regarde d'un air penaud et en profite pour s'excuser de l'avoir envoyé balader ce matin, admettant qu'il s'est comporté comme un gamin. Nagisa explose de joie devant ce petit cadeau, mais il recommence aussitôt à le charrier en lui demandant s'il aime tant que ça les peluches. Alors que Kyuji tente de se justifier, le renard lui sort qu'il est mignon d'aimer les trucs adorables. Là, Kyuji frôle le court-circuit. Il lui hurle de la fermer et de ne pas l'appeler comme ça, faisant tout son possible pour cacher qu'il meurt de honte. Ils continuent leur chemin tranquillement, mais le calme est de courte durée.
Surgit de nulle part un type aux cheveux violets avec une tête de déterré qui n'augure rien de bon. Kyuji reste sans voix. L'inconnu a tout l'air du mec venu foutre le bordel pile au moment où les choses commençaient à s'arranger. C'est une sorte d'Aquaman de chez Wish version mauve et à voir son regard, il n'est pas là pour taper la discute. Pauvre Kyuji, il n'aura vraiment pas eu de répit. Aujourd'hui, il a ce don naturel pour attirer les emmerdes au moment précis où il allait enfin mordre dans son dessert. Ça sent encore la migraine à plein nez. Kyuji fait tout pour raser les murs à la fac et qu'on lui foute la paix, mais Akira, le gars aux cheveux violets, a décidé de ne pas le lâcher d'une semelle. Ce mec a une énergie débordante, c'est l'opposé total de Kyuji. Il lui saute carrément dessus pour l'embarquer déjeuner. Kyuji a beau tirer une tronche de 6 pieds de long pour essayer de le faire fuir, Akira ignore royalement le message et le traîne de force avec lui. Une fois à la cafétéria, Akira passe direct à l'interrogatoire au sujet de l'invité mystère qui squatte chez Kyuji. Le pauvre se crispe direct et commence à sortir des excuses bidons qui ne tiennent pas debout, bafouillant des histoires de plaintes auxquelles il ne comprend rien lui-même. Akira n'est pas dupe, il sent bien qu'il y a anguille sous roche, surtout que Kyuji passe son temps à le ghoster sur les réseaux. Finalement, Kyuji sort l'excuse classique du « j'ai oublié mes devoirs » et met les voiles en 4e vitesse avant de se faire coincer davantage. De retour à l'appart, on ne peut pas dire que la cohabitation soit de tout repos. Kyuji est en pleine parano parce qu'il a l'impression que ses affaires disparaissent. Il va direct confronter Nagisa, l'accusant de lui cacher jusqu'à ses bouteilles d'eau. Mais Nagisa lui sort son regard de chien battu et jure ses grands dieux qu'il n'y est pour rien. Kyuji commence à bugger complètement avec le stress. Il finit par voir des problèmes là où il n'y en a pas. Il se persuade qu'il a le cerveau tellement cramé qu'il ne sait même plus où il range ses propres trucs. Les jours passent et Akira lui colle toujours au basque à la sortie des cours. C'est une vraie crème. Ce mec, il va même jusqu'à l'aider à porter sa pile de bouquins, parce qu'il voit bien que Kyuji est à 2 doigts de s'effondrer sous le poids. Il s'avère qu'ils habitent dans le même quartier, mais Kyuji ne l'avait même pas remarqué, vu qu'il s'enfuit dès que la cloche sonne pour éviter de croiser qui que ce soit. Pendant qu'il marche, Akira se laisse aller à la nostalgie en repensant au jour de leur rencontre. Il se rappelle quand Kyuji l'a sauvé d'un retard et lui a offert à boire, un geste qui, pour Akira, a suffi à en faire son héros personnel. Il le considère comme son premier vrai ami, et même si Kyuji le trouve collant, il finit par s'avouer que d'avoir un peu de compagnie à la maison, ce n'est peut-être pas si terrible. Mais comme Kyuji a la poisse dans le sang, au moment où il arrive devant chez lui, Nagisa gâche tout le mystère. Le gamin déboule à la fenêtre et hurle à tout le voisinage qu'il est enfin rentré, comme s'il ne l'avait pas vu depuis des lustres. Kyuji essaie de le faire taire d'un geste brusque pour ne pas se faire remarquer, mais le mal est fait. Akira reste planté là, pétrifié, en train de réaliser que son pote asocial vit avec quelqu'un qui l'attend avec une ferveur pareille au balcon. Sa tranquillité vient de voler en éclats en un seul cri. Kyuji est déjà sur le départ pour la fac, mais Nagisa lui colle au basque en le suppliant de ne pas le laisser seul. Pas d'humeur pour ses caprices, il lui lâche un non catégorique et lui ordonne de rester sagement à la maison en l'attendant. Alors qu'il s'apprête à franchir le seuil, le renard l'arrête net pour lui passer un bracelet de protection au poignet, en lui faisant jurer de ne l'enlever sous aucun prétexte. Kyuji accepterait n'importe quoi pourvu qu'il puisse enfin s'éclipser, mais à peine a-t-il mis un pied dehors qu'il tombe sur son pire cauchemar, Akira. Ce pot de colle semble avoir campé sur le trottoir juste pour faire le trajet avec lui. Le mec joue les gars super sympa, mais il dégage une aura de harceleur qui donne froid dans le dos. C'est alors qu'une connaissance passe par là et demande si Kyuji est bien le garçon de sa publication Akira, confirme avec une fierté mal placée. Il balance que Nagisa est mignon, mais que lui est bien plus beau, prouvant que son ego n'a vraiment aucune limite. Il se présente avec une assurance déconcertante, mais l'esprit lui répond par un feulement de chat enragé, pas du tout dupe de son petit manège. Sentant que la situation va dégénérer, Kyuji l'embarque Fissa avant que ça ne tourne au vinaigre. Juste avant de partir, le gars aux cheveux violets tire la langue au renard pour marquer son territoire, laissant Nagisa se demander sur quel genre de désaxé il vient de tomber. Les cours défilent et la cloche de la pause sonne comme un glas pour Kyuji. Akira lui attrape le bras et le traîne de force à la cafétéria, sans lui laisser le temps de respirer. Pendant qu'il mange, Akira remarque une miette sur la joue de Kyuji et passe à l'offensive. Dans un geste qui soulève le cœur, il lui effleure le visage du doigt avant de le porter à sa bouche, montrant qu'il n'a aucune gêne. Le pire, ce n'est pas le geste en soi, c'est que pour ce grand malade, ça compte déjà comme un rendez-vous galant. Kyuji ravale son dégoût comme il peut et tente de fuir, mais l'autre lui colle au train comme un chewing-gum. Il finit par exploser et lui hurle de cesser de le suivre une bonne fois pour toutes, le menaçant de couper les ponts s'il continue de le harceler ainsi. Mais Akira n'écoute que ce qui l'arrange et se réjouit qu'ils soient enfin officiellement amis. Kyuji parvient à s'échapper, loin de se douter que pour ce psychopathe, ce n'était que la première étape pour devenir bien plus qu'un simple ami. Kyuji ne sait plus comment lui faire comprendre qu'il ne peut plus le voir en peinture, mais ce boulet est totalement imperméable aux sous-entendus. Pour couronner le tout, il s'avère qu'ils habitent dans le même quartier. C'est le pire scénario possible pour le pauvre gars.
Pendant qu'Akira s'imagine déjà faire une balade romantique sous la lune, Kyuji, lui, cherche désespérément un trou de souris où se terrer. Regardez-moi ce mec aux cheveux violets, il est persuadé qu'une grande amitié est en train de naître ce soir. Mais pile au moment où la situation devenait insupportable, voilà que le troisième larron entre en scène. Nagisa déboule de nulle part avec une tête à vous couper toute envie de vivre. L'esprit renard n'allait pas rester sagement dans son coin, il est venu marquer son territoire de la manière la plus glauque qui soit. Kyuji est largué, mais le renard a déjà tranché ce soir, le petit rentre avec lui, ou il ne rentre pas du tout. Akira, qui a l'instinct de survie d'une limace, tente de jouer les tombeurs en touchant le visage de Kyuji, tout en lui disant de ne pas faire le timide. Mauvaise idée. Nagisa a perdu patience, il pousse un cri et lui colle une décharge qui l'envoie valser direct au tapis. L'esprit renard est un protecteur implacable, adepte de la méthode radicale pour protéger quelqu'un. Rien ne vaut l'élimination physique de tout être vivant s'approchant à moins de 2 mètres. Kyuji panique complètement et se met à disputer l'esprit comme s'il s'agissait d'un caniche qui venait de mordre le facteur. Il lui hurle qu'on ne peut pas passer sa vie à tacler les gens, aussi lourds soient-ils. Nagisa prend un air de chien battu et essaie d'expliquer qu'il voulait juste le protéger, mais Kyuji ne veut rien savoir de ses méthodes de sécurité rapprochées. Le plus étrange, c'est qu'Akira se relève comme si de rien n'était, et avec le sourire en plus. Il sort que le coup était plutôt pas mal, et s'en va tout joyeux pour éviter de continuer à énerver le personnel. Il s'éclipse comme s'il venait de recevoir un câlin au lieu d'une bousculade. C'est clair qu'il n'a pas la lumière à tous les étages, ce gamin. Maintenant qu'ils sont seuls, Kyuji lance à Nagisa un regard plein de déception qui le brise en deux. Il lui balance en pleine face que c'est lui qui s'est comporté comme un animal, laissant l'esprit renard muet, en train de digérer son sermon. Kyuji est à bout, il lui demande de ne plus lui adresser la parole et rentre chez lui en solo. Pauvre bête, il a voulu jouer les héros et il finit boycotté avant même le dîner. Le lendemain, Akira cherche Kyuji à la fac. Ce type a moins le sens du danger qu'un aveugle qui traverse l'autoroute. Kyuji lui tire une tronche de 6 pieds de long, mais Akira s'en fiche royalement et lui colle au basque pour lui demander ce qui ne va pas. Kyuji l'envoie balader, mais la dignité de ce gars est aux abonnés absents. Il rigole et lui dit de ne pas être timide, un vrai sans-gêne de compétition. C'est là que Kyuji remarque que le relou s'est blessé à la main lors de son altercation avec Nagisa. Il se sent un peu coupable, car même si l'autre est une plaie, le renard a vraiment dépassé les bornes hier soir. Il s'excuse pour le coup, mais Akira profite qu'il ait baissé sa garde pour exiger qu'il l'accompagne au supermarché en guise de compensation. Kyuji ne sait pas dire non et finit par accepter, il a autant de volonté qu'une feuille de papier, il plie au moindre courant d'air. Tout en marchant, Kyuji maudit sa chance et soupire de fatigue face au drama du rouquin. Soudain, Akira remarque quelque chose, le garde du corps a encore frappé. Kyuji se retourne et voit Nagisa, accoudé à la rambarde avec le calme de celui qui a déjà gagné la partie. C'est l'ombre parfaite, il ne te lâche pas d'une semelle, guettant le moindre de tes mouvements au cas où tu ferais l'erreur d'être heureux plus de 5 minutes. Ce type ne connaît définitivement pas le concept de lâcher du lest. Quel acharné ce type, il le laisse même pas respirer le pauvre gamin. Si le renard comprend pas ce que c'est que de lâcher la grappe, alors vous, lâchez pas le bouton s'abonner et marquez votre territoire sur la chaîne. Dites-moi en commentaire, quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite et explosez-moi ce like. On se capte!